Révolution permanente dans le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Je suis membre du collectif féministe révolutionnaire du pain et des roses. Et si on a voulu organiser cette conférence débat ce soir, c'est pour essayer d'une part de tirer quelques leçons du mouvement des Gilets jaunes qui dure depuis plus d'un an déjà, mais aussi pour essayer de discuter collectivement des perspectives que nous on voit, ou en tout cas qu'on propose avec les camarades de Révolution permanente et du NPA, notamment évidemment autour de la date du 5 décembre, je pense qu'il est un peu dans toutes les têtes et qui s'annonce déjà comme une journée de grève historique. Concernant nous les éléments sur lesquels on va s'appuyer un peu autour de l'analyse et des bilans du mouvement des Gilets jaunes, on s'appuie dans une grande mesure sur un livre qui s'intitule Gilets jaunes, le soulèvement, qui est un livre qui a été écrit par un éditorialiste de Révolution permanente qui s'appelle Juan Chingo, et qu'on a coédité du coup avec Révolution permanente et les éditions Communardes. Et du coup, ce livre, il est disponible au fond de la salle sur la petite table, là, pour celles et ceux que ça intéresse. Ceci étant dit, donc l'idée là ce soir, c'est de faire une courte introduction à 3 voix, et ensuite de laisser un maximum de temps au débat. Moi, j'interviendrai en premier, puis ensuite, du coup, ce sera à ma droite Clément, qui est un cheminot qui a très récemment mené une grève sauvage et victorieuse au Technicentre de Châtillon. Une grève qui sort totalement de ce qu'on avait l'habitude de voir, qui a refusé de respecter la limitation du droit de grève et qui a donc arraché une victoire. Et il est là ce soir, du coup, pour nous partager son expérience. Et du coup, à ma gauche, Gaëtan, syndicaliste CGT, militant comme Clément aussi à Révolution permanente et au NPA, un syndicaliste CGT qui, avec ses collègues, dans un secteur très difficile, celui de la sous-traitance aéronautique, ici dans la région toulousaine, dans une boîte où il n'y avait pas eu de grève depuis 40 ans, a réussi à monter une section syndicale combative, et pour plusieurs et pour beaucoup, ils seront en grève pour la première fois le 5 décembre. Et du coup, voilà, il est là aussi présent parmi nous pour à la fois partager son expérience et essayer de tirer quelques leçons et enseignements de cette période. Du coup, moi, le premier élément que je voulais apporter un peu dans cette introduction, que je voulais souligner, c'est essayer de voir un peu déjà ce que les Gilets jaunes ont changé dans la situation politique du pays et même au-delà, de l'impact qu'a leur mobilisation, y compris sur d'autres secteurs qui ne se sont pas forcément mis en mouvement pendant ces plus d'un an que dure le mouvement des Gilets jaunes. Nous, notamment dans le livre dont je parlais et d'une manière plus générale avec les camarades de Révolution permanente, on parle du retour du spectre de la révolution. Pour le dire très concrètement, moi quand j'ai commencé à militer et que je parlais de révolution, les gens me prenaient au mieux pour une utopiste. Mais en fait, depuis le 17 novembre 2018, c'est un mot qu'on entend partout, qui est sur toutes les bouches. Et je pense que c'est quelque chose qu'on sent, quoi. En tout cas, dans cette salle, à mon avis, c'est quelque chose qu'on partage. Et ce qui marque, dans le mouvement des Gilets jaunes, précisément, c'est à la fois leur radicalité, les méthodes d'action. Depuis un an, on voit une rupture dans les méthodes d'organisation qui sont utilisées dans les mobilisations, avec beaucoup plus de spontanéité, et surtout, et je parle d'expérience, une rupture avec les manifestations plan-plan dont on avait l'habitude jusque-là. À Toulouse, il y a un an, on voyait des barricades enflammées partout dans la ville, on voyait des manifestants s'affronter aux forces de répression, et même pour le dire comme ça, en décembre dernier, il y a presque un an, les Gilets jaunes, ils ont clairement réussi à faire trembler le pouvoir. Je pense qu'on est tous au courant de cette anecdote, mais à mon avis qui relève plus que d'une anecdote, du fait que début décembre, au plus chaud du mouvement des Gilets jaunes, il y avait un hélicoptère dans la cour de l'Élysée prêt à exfiltrer Macron. Je pense que c'est quelque chose qui parle de soi-même. Et cette combativité, cette radicalité, ce degré d'affrontement, c'est quelque chose qui s'est étendu à d'autres secteurs de la société. Des secteurs du monde du travail, de ce que nous on pourrait appeler le mouvement ouvrier traditionnel. Par exemple, l'an dernier, dans les derniers mois, on a vu des enseignants, des travailleurs et des travailleuses de la santé s'organiser, syndiqués, non syndiqués, pour revendiquer des conditions de travail dignes. À Toulouse, moi je me souviens d'une journée de mobilisation, je ne sais plus quel jour exactement, des profs,
qui étaient partis, donc qui avaient un parcours déposé, puis à la fin du parcours, en fait, ça leur suffisait pas, ils sont partis en manif sauvage. Et je pense que ça, c'est un acquis du mouvement des Gilets jaunes, ne plus marcher dans les clous, ne plus déclarer nos parcours, parce que le but d'une manifestation, évidemment, c'est de déranger, c'est de se faire entendre. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir justement au-delà des secteurs qui se sont mobilisés là depuis un an dans les Gilets jaunes. Cette forme de contamination, pour le dire comme ça, de la radicalité, la gilet jaunisation du mouvement ouvrier, on l'a vu s'exprimer très fortement ces dernières semaines dans des secteurs que nous, on qualifie de stratégiques. Stratégiques pourquoi? Parce qu'on dit que c'est des secteurs qui sont en capacité de bloquer l'économie, de taper directement là où ça fait mal, dans le portefeuille du patronat, des capitalistes. Par exemple, le 13 septembre dernier, on a vu une grève de la RATP à Paris qui a mis la capitale à l'arrêt. Et plus récemment encore, on a vu des grèves sauvages à la SNCF, des dépôts de sacs, des mouvements qui ont réussi à arracher des victoires, comme va raconter Clément après, notamment à Châtillon. Mais je pense que ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces caractéristiques de la mobilisation des Gilets jaunes, la radicalité, la spontanéité, tout ce que je disais précédemment, c'est y compris des éléments qu'on retrouve en ce moment à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, dans des dizaines de pays, il y a des secteurs entiers de la population qui relèvent la tête face à la précarité, face aux attaques des capitalistes. Partout, la réponse, elle est la même aussi. C'est une répression hyper violente, mais qui ne décourage pas les grévistes et les manifestants. Ça, c'est des éléments qu'on a pu voir et qu'on voit encore au Chili, en Irak, au Liban, en Iran, en Algérie, à Hong Kong. Et là, j'ai mis 3 petits points parce qu'en réalité, la liste est encore longue. Le mouvement des Gilets jaunes, il a marqué le début d'un nouveau cycle de lutte des classes à l'échelle internationale. Un cycle de radicalité, d'affrontements croissants entre les classes populaires et les dominants, les capitalistes. Et c'est à ce degré d'affrontement-là, ce qu'on peut voir même sur, je sais pas, les images qui nous parviennent du Chili par exemple, c'est à ce degré d'affrontement qu'on doit chercher à se préparer en France aussi. Le 5 décembre, tous les ingrédients sont réunis pour engager un véritable bras de fer avec le gouvernement et avec le patronat. C'est aussi pour ça qu'on pense qu'il faut s'organiser dès à présent sur nos lieux d'études pour les étudiants, les lycéens qui sont dans la salle, sur nos lieux de travail, justement pour se préparer aux affrontements à venir. On voit qu'à l'approche du 5 décembre, il y a de nouveaux éléments de radicalité dans la situation, tout un tas d'ingrédients qui laissent présager une situation véritablement explosive. Et je pense notamment, au-delà des secteurs du mouvement ouvrier sur lesquels que j'ai déjà un peu abordé et que Gaëtan et Clément vont développer par la suite, je pense notamment au mouvement féministe et à la jeunesse étudiante et lycéenne, et ce sera du coup la fin de mon intervention. Le 23 novembre dernier, donc il y a une semaine, plus de 150 000 personnes ont manifesté dans toute la France contre les violences faites aux femmes. C'est inédit. À l'international, le mouvement des femmes connaît un véritable renouveau. Je pense qu'on est beaucoup ici à avoir entendu parler de 4e vague féministe. Partout dans le monde, on voit des femmes qui se battent à la fois contre les violences qui leur sont faites, pour ce qu'on appelle leurs droits reproductifs et notamment pour le droit à l'avortement, et d'une manière générale contre un système qui les exploite, qui les précarise toujours plus violemment et qui les opprime. Et je pense que quelque chose qu'on peut voir à la fois pour les militants syndicalistes, les militants du mouvement ouvrier, mais y compris pour les militantes féministes ici, c'est qu'en réalité, depuis près de 50 ans, en France, mais dans le monde aussi, le mouvement féministe et le mouvement ouvrier traditionnel, notamment les syndicats, sont divisés et luttent séparément. Cet état de fait relève d'une politique consciente de division, dans laquelle a notamment très récemment cherché à s'engouffrer Macron. Et c'est pas anodin, dans ce sens-là, que le gouvernement, par exemple, qui soit à l'origine d'une déferlante de haine islamophobe, qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières semaines, qu'il ait cherché tout particulièrement à stigmatiser les femmes voilées. En gros, c'est l'application de cette logique du diviser pour mieux régner. Et précisément, c'est contre ça qu'on se bat, notamment avec les camarades du collectif du pain et des roses, contre cette tentative de division-là, contre tout ce qui viserait à diviser à la fois le mouvement féministe, le mouvement antiraciste, et du mouvement ouvrier plus traditionnel. Au vu de l'ampleur de ce 23 novembre, mais aussi de la place qu'ont joué les femmes dès le début du mouvement des Gilets jaunes, et de la perspective du 5 décembre, c'est une occasion unique, en tout cas à nous c'est ce qu'on pense, une occasion unique de frapper ensemble contre ce même gouvernement qui alimente et qui renforce les violences faites aux femmes. Par exemple, on sait qu'elles seront les premières touchées par la réforme des retraites, on sait bien que la précarité ne fait que renforcer les violences,
on comprend bien de manière très concrète que si une femme est victime de violence et qu'elle est trop précaire pour quitter son foyer, évidemment que c'est quelque chose qui va l'exposer à d'autant plus de violence. Nous, on voit par exemple la question des féminicides qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps. Les féminicides comme le dernier maillon d'une longue chaîne de violences qui sont faites aux femmes et dont l'État est en grande partie responsable. Et face à ça, la réponse du gouvernement, la seule réponse du gouvernement, ça a été un numéro vert et le renforcement de l'appareil répressif. En gros, toujours plus d'argent pour la police, qui pourtant nous mutile et nous tue, qui a tué Zineb Redouane, pour ne donner que cet exemple-là. Nous, on pense que la lutte qui va s'engager le 5 décembre, c'est une occasion unique pour que le mouvement féministe vienne grossir les rangs des grévistes et des manifestants, en portant des revendications, un programme de lutte qui permet de répondre à toutes ces problématiques et de venir renforcer la lutte et pas la diviser. Notamment, voilà, des éléments qu'on met en avant, et j'en cite que quelques-uns, c'est la réquisition des logements vides pour accueillir les femmes victimes de violences, la garantie d'un travail pour toutes et tous et l'augmentation des salaires, précisément pour pallier cette précarité qui expose, entre autres, les femmes à toutes ces violences-là. Et ça, c'est des revendications qui passeront y compris par le fait de partager le temps de travail entre toutes et tous, parce qu'on pense que c'est une aberration aujourd'hui dans ce système, que certains meurent au travail pendant qu'il y en a d'autres qui sont en train de se tuer à en chercher. Et cette question de la précarité, qui touche une majorité de femmes, qui a été mise sur le devant de la scène depuis plus d'1 an par les Gilets jaunes, cette précarité, c'est aussi devenu le sujet numéro 1 parmi la jeunesse étudiante et lycéenne ces derniers temps. L'immolation d'Anas, un étudiant lyonnais devant un bâtiment du Crous, puis toute la vague de témoignages qui s'en sont suivis, ont montré, je pense, aux yeux d'un grand nombre de personnes, les conditions indignes dans lesquelles vivent des pans entiers de la jeunesse. Mais ce que beaucoup de jeunes voient aujourd'hui, et ce que nous on voit, y compris au Mirail, en discutant avec des étudiants mobilisés, c'est que cette précarité, elle ne va pas s'arrêter à la fin de nos études. On nous promet un avenir de misère, on nous promet de finir notre vie dans la même précarité que celle où on l'a commencé, et je pense que c'est aussi contre ça que commence à se mobiliser la jeunesse étudiante et lycéenne en ce moment. Et face à l'ébullition dans les facs et les lycées qui a suivi le geste tragique d'Anas, le gouvernement a pris peur de la convergence qui pouvait se cristalliser à partir du 5 décembre. Très concrètement, là, dans les 3 derniers jours, le Crous a récemment annoncé qu'il allait geler le prix des résidences étudiantes en 2020. Et encore une fois, la seule autre réponse du gouvernement, qu'est-ce que ça a été? Ça a été un numéro vert. Mais ces mesures, évidemment, sont totalement insuffisantes, mais à la fois, je pense qu'elles démontrent que le gouvernement flippe de ce que pourrait devenir le 5 décembre, et notamment nous, du coup, avec les jeunes du NPA, avec les camarades de Révolution Permanente, on revendique un revenu étudiant à la hauteur du SMIC qui pourrait permettre à tous ceux qui le veulent d'étudier sans avoir à travailler à côté de leurs études. Et encore une fois, on pense que la jeunesse étudiante et lycéenne doit s'organiser sur ces lieux d'études et converger avec le monde du travail à partir du 5 décembre, parce que c'est ce tous ensemble-là qui fait trembler Macron et qui pourrait faire tomber son monde. Le 5 au matin, nous, on sera évidemment présents aux côtés des grévistes, des travailleurs qui relèvent la tête. De toute façon, je pense qu'avec la grève de Tisséo, on n'aura même pas accès à notre université. On sera aux côtés des travailleurs de la santé, de l'éducation, en passant y compris par voilà, la poste, les cheminots et tous les autres secteurs en lutte, précisément parce que dans cette situation inédite, on pense qu'au-delà de revendications purement défensives, évidemment le retrait de la réforme des retraites, sans condition ni négociation aucune, on peut créer un rapport de force pour arracher une véritable victoire et porter des revendications offensives. Et je vais en citer que quelques-unes, mais y compris c'est à nous de les élaborer, de nous en saisir, mais je pense notamment tout un tas de revendications qui nous permettent de vivre dans des conditions dignes pour tout le monde, des mesures qui en finissent avec la précarité. Et c'est évident que tout ce programme de lutte que je suis en train d'aborder là, pour arracher ces revendications, pour arracher une victoire, il va falloir un mouvement massif, un mouvement massif dont se saisissent les travailleurs et la jeunesse à la base, en s'organisant en assemblée générale et dans des cadres de convergence interprofessionnelle, précisément pour faire amplifier le rapport de force, se saisir de tout ça. Et c'est cette bataille-là, unifier ceux que le gouvernement cherche à diviser, porter un programme offensif contre toute tendance à la division et au corporatisme, qu'on a envie de porter avec les camarades de Révolution Permanente dans le NPA, et depuis le mouvement des femmes avec le collectif révolutionnaire du Pain et des Roses, y compris c'est ça qu'on a envie de vous inviter à faire et à mener comme bataille à nos côtés dans la période qui s'ouvre, parce qu'on pense qu'il faut qu'à cette radicalité des Gilets jaunes s'additionne la colère de l'ensemble de ces secteurs, notamment des secteurs du monde du travail en capacité de bloquer l'économie,
comme en ont fait la démonstration des travailleurs de la RATP en septembre dernier, en mettant la capitale à l'arrêt, mais y compris les cheminots du Landy, de Châtillon, qui, du coup, comme je le disais, ont mené très récemment des grèves sauvages et victorieuses. Et du coup, sur ce, sans plus tarder, je laisse la parole à Clément pour qu'il partage son expérience. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je me présente. Moi, c'est Clément. Je suis délégué syndical Sudrail au Technicentre de Châtillon. Donc, sans plus attendre, je vais un peu vous présenter un peu la géographie du site pour que vous puissiez un peu y voir un peu plus clair comment s'est déroulée la grève. Il faut savoir que le Technicentre de Châtillon effectue la maintenance des TGV qui sont tous au départ de la gare Montparnasse et qui desservent l'axe atlantique, c'est-à-dire qui vont vers la Bretagne, vers Bordeaux, Hendaye et également Toulouse. Donc ce site est divisé en deux parties, où il y a une partie qui s'appelle Châtillon-Haut et qui effectue les actions de maintenance plus longues, et Châtillon-Bas qui effectue les actions de maintenance dites en flux tendu, et donc les actions de maintenance courtes, et qui desservent directement la gare de Montparnasse. Donc en fait, pour commencer, il y avait un accord local sur le site de Châtillon qui était là depuis une grève en 1999, donc qui nous donnait le droit à 12 repos supplémentaires pour les salariés qui travaillent le week-end. Donc en fait, très rapidement, suite à la réforme ferroviaire de 2018, la direction a décidé de lancer une attaque dessus. Donc, faut savoir qu'à ce moment-là, on est dans une période où le scepticisme est très présent à la SNCF, parce qu'on sort la grève de 2018, qui est une défaite à tous les niveaux, c'est-à-dire syndical et même au niveau des revendications. On n'a pas réussi à faire reculer le gouvernement. Et donc, on est dans un secteur qui est quand même divisé et haché par la direction depuis près de 2 ans, qui travaille à peu près sur les roulements, justement, les nouveaux roulements, en enlevant notamment les 12 jours de repos. Donc, en fait, très vite, la direction en fait, se met à provoquer. Et en fait, notre directeur nous faisait fortement penser à notre cher président de la République, Macron, c'est-à-dire, en fait, en nous expliquant que voilà. Si on ne comprenait pas pourquoi on perdait 12 repos, il fallait nous réexpliquer. Enfin, si on était en colère, c'était parce qu'ils expliquaient mal. Tout ça, on y a vu vraiment énormément de similitudes entre les provocations et donc l'espèce de dialogue de sourds qui voulait faire entamer. Et donc il y avait énormément d'arrogance. Donc ensuite, avec quelques copains du syndicat, on a commencé à faire de l'information un peu sur la réorganisation qu'ils voulaient mener. Donc je vous le dis, c'est assez important, c'est des AG qu'on faisait en début de service. Bon, il n'y avait pas de grève ensuite, mais c'était par 1 heure à chaque début de service, dans un service où on travaille en 3-8, donc de matinée, de soirée et de nuit. Et donc je vous laisse imaginer de 6h à 7h du matin, de 14h à 15h et de 22h à 23h. Je vous le dis parce que c'est important pour la suite. Et en fait, on a eu aussi pris la décision en fait, directement de donner, suite aux AG, avec les discussions qu'on a eues avec nos collègues, de donner l'outil syndical à nos collègues. Donc en fait, très rapidement, on a posé une DCI, ce qui nous permet d'être reçus par la direction dans les 4 jours qui viennent. Et donc, très rapidement, la direction nous propose 5 000 € contre les 12 jours de repos. Donc 5 000 € payés en 3 fois, voilà. Donc ce qui a donné lieu en fait à de la colère, énormément de colère. Et donc en fait, très rapidement, lorsqu'on est reçu à la DCI, d'abord on a fait une délégation avec l'Assemblée Générale. Et donc ce qui donne lieu à ce que le directeur n'a pas du tout l'habitude en fait de dialoguer avec des personnes qui ne sont pas déléguées. C'est-à-dire que lui, il s'attendait à recevoir des délégués et déjà de suite, il est pris de court parce que voilà, c'est des personnes en face de lui qu'il n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est des éléments déjà qui montrent un peu l'aspect gilet jaune qui commence à se poser. Mais également en fait que
cette délégation comprend les personnes de différents secteurs du Technicentre qui sont concernés par l'accord local. Donc en fait, très rapidement, au début de cette DCI, la direction en fait, perdure sur le fait de ne pas dialoguer, de continuer de rester ferme et dur, de dire voilà, vous allez perdre vos 12 jours de repos, nous on veut améliorer vos conditions de travail. Oui, ça va aussi se moquer de nous, comme le fait Macron. Mais il nous annonce directement qu'il monte les enchères à 7 000, c'est-à-dire 7 000 € contre les 12 jours de repos, donc qui donne lieu à encore plus d'énervement, parce que certaines personnes du Technicentre comparent ça un peu à du proxénétisme, voilà. Et donc, ils voulaient vraiment nous acheter, voilà. Donc, suite à ça, en fait, il y a eu beaucoup de débats entre les grévistes dans le secteur, c'est-à-dire ça s'est un peu divisé en deux parties. En fait, un secteur combatif qui voulait vraiment faire reculer la direction sur les jours de repos, et un secteur assez démotivé par les anciennes grèves et qui pensait qu'on ne pouvait pas gagner, en fait. Et en fait, très rapidement, les secteurs se sont mis à échanger de manière plus ou moins calme. Et il y avait quand même un point commun entre ces deux secteurs, c'est qu'ils étaient en accord pour dire que nos conditions de travail étaient quand même assez désastreuses et on pouvait leur donner que raison. Donc le lundi 21 octobre, lors d'une AG de nuit, les AG informatifs qu'on effectue en début de service, il y a un chef tout simplement qui monte après 1h30 d'AG et donc qui provoque les cheminots en leur disant de retourner au boulot. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, il décide de poser la caisse. Donc, poser la caisse, il n'y a pas de préavis de grève qui est posé. Il n'y a pas de D2I, donc pas de déclaration d'intention de grève dans les délais de 48 heures avant. Et donc par contre, sont couverts par le préavis Sudra illimité qui était posé depuis l'année dernière. Ce préavis-là n'a pas été levé. Donc, le directeur vient en pleine nuit, une fois de plus, provoque les grévistes. Et dit ouvertement à un autre secteur, donc les jockeys, les remiseurs d'écarreurs, c'est les travailleurs qui déplacent les TGV sur le Technicentre, donc un secteur très stratégique, qui dit ouvertement que les jockeys seraient les prochains concernés par la réorganisation, car eux aussi ils bénéficient des 12 jours de repos. Et donc en fait, les jockeys, cette nuit-là, rentrent aussi dans la bataille et posent la caisse. Donc en fait, on se retrouve après où l'équipe de matinée arrive et voit que la nuit a débraillé, et donc fait de même. Tout le service débraille. Donc la soirée arrive, pareil, voit que la nuit et la matinée ont débraillé, et donc se dit pourquoi ne pas compléter les 24 heures, on va faire la même chose. Donc la nuit revient le jour suivant et se dit ce soir on recommence. Donc très rapidement en fait le mouvement il prend une ampleur assez inédite, et donc en fait la nuit, l'équipe de nuit commence en fait à faire une feuille avec une liste de revendications. Voilà, qui sont par la suite votées par les équipes de matinée et de soirée. Et donc, au bout du 3e jour, on commence à se rendre compte de l'impact qu'on a. Donc, vous visualisez bien qu'en fait, on vient de faire 3 jours en ayant posé la caisse sans travailler, et on réalise tout juste l'impact qu'on a. Donc en fait, on commence à voir un peu les trains supprimés, et on se demande si vraiment c'est nous au départ. Donc je pense aussi ça c'est un peu un effet gilet jaune, c'est-à-dire que voilà, quand on voit le 3 décembre 2018 les gilets jaunes sur les Champs-Élysées, tout ça, on comprend la puissance de l'impact. Donc ensuite, la direction commence à reculer de façon minime, nous fait une clause du grand-père pour les repos, c'est-à-dire ceux qui ont les repos actuellement les gardent, les nouveaux entrants, eux, sont avec 12 repos en moins. Donc on leur pose la question, on leur dit, et puis ils nous disent quoi? Ils nous disent très rapidement, vous faites le même roulement, sauf que vous avez 12 jours de repos en plus. Donc nous, on se dit que c'est pas juste, quoi. Nous, on veut laisser la chaise propre. Voilà, ces repos-là ne nous appartiennent pas, ils font partie d'un équilibre au sein du Technicentre. On veut laisser la chaise propre pour les nouveaux entrants. Donc, par la suite, on leur remet la feuille de revendication qui a été votée par toutes les AG. Et donc, le lendemain, la direction cède sur toutes les revendications. Donc, en fait, après, on a décidé de séparer les revendications sur la qualité de vie et les revendications financières. Parce que tout simplement, la direction voulait nous acheter, et que si on avait tout mis d'un seul coup,
eh ben, ils auraient en fait tout simplement cherché à nous acheter avec de l'argent et on n'aurait pas pu conserver nos repos. Donc on a décidé de séparer ça en deux parties. La partie revendication et la partie protocole de fin de conflit. Sur la partie protocole de fin de conflit, donc, on demandait à ce que nos jours d'absence irrégulière, parce qu'à ce moment-là, vu qu'on avait posé la caisse, c'était de l'absence irrégulière, soient décomptés comme des jours de grève, et on demandait donc à ne pas être sanctionnés. Mais on demandait également une prime de 3 000 €, parce qu'en fait, ça faisait des années et des années qu'on tourne en sous-effectif, qu'on est les premiers dans le classement de productivité de la SNCF, tout ça, et qu'en fait, voilà, on trouvait que c'était injuste de devoir perdre des jours de grève, de devoir perdre de l'argent aussi, carrément, pour une réorganisation où nous, on n'avait rien demandé à la base. Donc voilà, où c'était clairement l'erreur de la direction. Donc voilà. Et au final, on se retrouve le vendredi avec une grosse offensive médiatique de la direction et le début d'une grève avec des circonstances nationales. Donc à ce moment-là, en fait, l'AG prend conscience qu'il faut répondre sur le terrain médiatique. Hein. Je vous rappelle que là, depuis à ce moment-là, on n'a pas parlé devant les caméras, l'AG ne voulait pas s'exprimer. Voilà. Beaucoup démontraient le côté où les médias dénigrent les régimes spéciaux, les cheminots. Voilà, donc on en a quand même pris pas mal dans la tête en 2018. Et donc, en fait, on décide un peu de répliquer sur le terrain médiatique, avec notamment un communiqué, tout ça. Et la direction, en fait, très vite, le lendemain, menace les grévistes avec 220 demandes d'explication, donc au nombre des grévistes. Les demandes d'explication, c'est ce qui enclenche une sanction un peu à la SNCF, où on s'explique sur une feuille. Ensuite, en gros, il y a un élément déclencheur qui fait autre chose. À ce moment-là, on a notre revendication, enfin, sur les jours de repos, on a déjà gagné, on est carrément dans une grève politique. Les autres technicentres de la région parisienne, donc le Landy qui fait le secteur de Paris-Nord et le TS2E qui fait le secteur de Paris-Gare de Lyon, débrayent à leur tour. Et donc, on rentre un peu dans un conflit qui commence à s'étendre progressivement et avec les mêmes méthodes que les nôtres, c'est-à-dire en posant la caisse. Donc très rapidement, la direction est prise de court. Et en fait, il y a un débat qui est lancé sur le matériel, nos conditions de travail, et notamment la rémunération, qui est très faible, qui est une des plus faibles à la SNCF, et avec beaucoup de travail en 3-8. Donc très vite, en fait, il y a le début des tables rondes nationales, où la direction essaye d'acheter un peu les grévistes, et essaye de se rattacher aux syndicats, notamment sur la rémunération des heures de nuit, en rajoutant des primes pour faire en sorte en gros que les cheminots acceptent plus de travailler plus la nuit, parce que oui, effectivement, la nuit se multiplie dans la maintenance du matériel, c'est-à-dire avec le Wigo, tout ça, c'est des matériels qu'on ne peut entretenir que la nuit, donc ils essayent de multiplier le travail de nuit. Donc en fait, voilà, après 2 semaines, on a repris le travail parce qu'il y a le 5 décembre, mais parce qu'on a eu nos revendications, et que également, suite à ces tables nationales, on a quand même gratté quelques trucs. Alors après, bien sûr, on pense que la brèche au niveau de nos rémunérations, nos conditions de travail ne s'est pas refermée, mais on pense que pour l'instant, la priorité n'est pas là. Donc en fait, pour le 5 décembre, cette brèche nous a mis en fait dans une très bonne position, c'est-à-dire qu'au départ, tout le secteur de Châtillon était à peu près sceptique, enfin voilà, voire pas très en tension sur le 5 décembre. Et finalement, après la grève, directement la dernière AG s'est retrouvée être une organisation un peu du 5 décembre. Et carrément après, il y a eu des heures d'information syndicale, et c'est même plus des heures d'information syndicale, c'est devenu une AG, parce que voilà, on débat entre nous et on essaye vraiment de s'auto-organiser et de préparer au mieux le 5. Et donc, avec Sudrail, la politique qu'on a décidé de mettre en place, c'est de faire tourner des syndiqués et des non-syndiqués pour convaincre l'autre partie du technicentre qui n'avait pas débrayé, qui n'était pas concerné par le retrait des repos. Et donc de préparer le 5 en faisant tourner nos collègues non-syndiqués qui ont fait la grève avec nous. Et lors d'une AG, en gros, on a décidé de mettre en place un peu une politique qui agrège tous les secteurs aux alentours, c'est-à-dire la RATP, les éboueurs, les enseignants, les étudiants, les hôpitaux, et donc d'essayer de faire un gros pôle
et de faire la démonstration médiatique et politique que c'est pas une grève des régimes spéciaux, que c'est une grève qui concerne tout le monde, et c'est la démonstration qu'on a décidé de porter pour le 5 décembre. Donc voilà, j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Gaëtan maintenant. Merci beaucoup. Oui, bon, comme vous voyez, on essaie de tirer quelques leçons du mouvement des Gilets jaunes, de l'impact que ça a sur le mouvement ouvrier, sur le syndicalisme, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de grèves comme celle que Clément vient de raconter. Et j'essaie de dire en 2 mots, quelle perspective du coup, puisque maintenant toute notre attention, on est presque à la veille du 5 décembre, et quelle perspective pour ce mois de décembre. Comme vous avez compris, à partir du 5 décembre, on part en guerre. Et je vais essayer de décrire pourquoi il y a tous les ingrédients pour gagner et qu'on doit mettre le scepticisme à la poubelle. Déjà, le mouvement des Gilets jaunes, il a porté un fort coup au scepticisme qu'on pouvait avoir dans nos têtes et tout ça. Je vais essayer de décrire en 2 mots pourquoi. Bon, si on part en guerre, la première chose à faire, c'est de voir un peu c'est quoi l'état d'esprit de l'adversaire, c'est quoi sa position. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas en position de force. Vous avez vu qu'il était, le gouvernement et Macron, terrorisés par les perspectives de décembre, du mur du 5 décembre comme il parle, d'un décembre noir. Et pourquoi terrorisés? Parce qu'il y a un traumatisme, il y a un double traumatisme. Premièrement, il y a le traumatisme des grèves de 1995. Vous avez vu que depuis le 13 septembre, les grèves de la RATP, tous les médias reparlent des grèves de 1995, c'est-à-dire de grèves interpro, larges, reconductibles pendant 3 semaines et qui ont gagné quasiment sur toutes leurs revendications, etc. Donc il y a ce traumatisme-là. Mais la peur, c'est que ça se combine à un autre traumatisme plus récent qui est celui des Gilets jaunes. Et il y a un éditorialiste, il a résumé en une phrase, il disait « Décembre 2019 ne sera pas décembre 95 ». Il a raison, c'est clair que si il y a un mouvement de grève reconductible avec des manifestations massives, etc., qui démarrent en décembre, comme on va essayer de le construire, parce que ça ne va pas se faire tout seul, c'est clair que ça ne sera pas la même chose. Les syndicats, ils contrôlent plus rien. Nous, on pense en fait que la radicalité du mouvement des Gilets jaunes, son état d'esprit, le fait d'être pas contrôlé, de plus savoir comment arrêter le mouvement pour le gouvernement, etc., de ne pas savoir avec qui ou comment négocier, etc., tout ça, c'est des ingrédients qui peuvent faire en fait d'un mois de décembre un mois de décembre noir, de grève en fait générale reconductible, et surtout pas contrôlé par des chefs syndicaux, mais qu'on contrôle nous-mêmes. Je vais essayer en fait de dire 2-3 idées, parce que ça, pareil, il y a beaucoup d'ingrédients, mais la cuisine, elle ne se fait pas toute seule, on va dire. Donc on va voir... bref, je me recentre. La peur du gouvernement, c'est celle-là, ce double traumatisme-là, une combinaison entre une grève reconductible et une gilet jaunisation de ces mouvements de grève, on va dire. Bon, il a beaucoup tergiversé, comme vous avez vu, et après, à un moment donné, Macron, il a recadré les ministres sur une ligne dure. Il a vu qu'il ne pouvait pas éviter le mur du 5 décembre, donc il va essayer de l'affronter. Il a ressorti l'âge pivot, il est reparti sur une ligne dure, il a reparlé de réforme paramétrique, c'est-à-dire on va travailler plus longtemps, etc. Il va essayer de l'affronter avec un discours dur en disant que c'est une mobilisation pour défendre les régimes spéciaux, etc. Une mobilisation corporatiste. Bon, ils sont partis sur une ligne dure. Maintenant qu'on a vu l'état des forces de l'adversaire, quels sont les nôtres? Vous avez vu que sa campagne politique, à Macron et au gouvernement, déjà elle ne prend pas beaucoup. Personne en fait ne pense que c'est une mobilisation pour défendre les régimes spéciaux. Un autre ingrédient qui est très important, c'est que la majorité de la population soutient les grèves avant même qu'elles aient commencé. Ça, c'est un truc que même en 95, il n'y avait pas. En 95, au début du mouvement de grève, la majorité de la population n'était pas solidaire du mouvement, elle s'est solidarisée en suivant. Là, les derniers sondages, ils parlent de 66%, de 2/3 de la population, avant même que ça ait commencé. C'est un ingrédient énorme. Et un autre ingrédient très important, c'est qu'il y a beaucoup de signes d'extension au privé, aussi avant même que la grève elle ait commencé. Il y a des appels à la grève dans le privé. Il y a en fait dans la CGT des échos qui disent que par exemple il y a des petites boîtes où il y a des gens non syndiqués qui téléphonent à la CGT qui disent comment on peut faire grève, comment on se met en grève, etc. Ça, c'est des signes qu'on doit avoir en tête d'une grande radicalité dans le pays. Et voilà, tout ça, en fait, c'est les ingrédients qui font qu'on peut gagner, que c'est possible, et c'est possible d'installer une grève générale reconductible dans le pays. Maintenant, ça ne va pas se faire tout seul, et nous, en tant que militants, on ne veut pas être des commentateurs de la lutte de classe, et la regarder comme ça passer, se développer, être récupéré, perdre quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait pour qu'on garde la mobilisation dans nos propres mains? C'est ça que je vais essayer de développer maintenant.
D'autant plus qu'on sent qu'il y a l'occasion d'une bataille forte et qui aille même au-delà de la question des retraites. Vous voyez que même le gouvernement, il voit ça. Le gouvernement, il commence à dire « Oui, mais c'est un fourre-tout des colères, c'est une coagulation des opportunismes. » Déjà, Juppé, en 95, il disait « C'est une addition des corporatismes. » Donc à chaque fois, ils font le même discours. Mais il y a une part de vrai. Il y a une part de vrai qu'il y a beaucoup de colères différentes qui ont envie de se greffer et de se battre contre la réforme des retraites, mais contre Macron. Donc il y a une grande occasion, moi je veux vraiment convaincre de ça, il y a une grande occasion de se battre, il y a beaucoup d'ingrédients, et si on n'y croit pas maintenant, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y croire, franchement il y a beaucoup de symptômes que c'est possible de gagner. Bon, qu'est-ce que nous on peut faire? Déjà il y a un truc à voir à mon avis, c'est qu'il y a un facteur important dans les luttes, dans les grèves générales, dans les grèves reconductibles, etc., c'est que vont faire les directions syndicales. C'est un facteur important, parce que même si elles sont en crise, elles gardent encore une influence importante, et qu'est-ce qu'elles vont faire? Notre stratégie, bon, vous avez vu qu'il y a eu des appels quand même assez radicaux par rapport à ce qu'on avait vu même à d'autres moments, les journées d'action isolées, etc. Quasiment les confédérations, elles appellent à la grève reconductible. Je dis quasiment parce que l'appel unitaire des différentes confédérations, il dit une première journée, et puis on va laisser les AG décider. Bon, ils appellent à des AG aussi. Donc voilà, ça peut paraître très très radical pour des gens qui je sais pas, qui sont dans la CGT depuis un moment ou quoi, ils n'avaient pas vu ça depuis longtemps. Mais notre stratégie, c'est pas de faire pression sur les directions syndicales et après de leur signer un chèque en blanc, de leur donner, vas-y, dirige maintenant la mobilisation et siffle à la fin du match quand tu veux, négocie ce que tu veux. C'est pas ça. C'est un point d'appui, les appels qu'il y a, parce que l'appel au 5 décembre, c'est un point d'appui, l'appel à construire des assemblées générales, c'est un point d'appui, mais nous, on doit s'appuyer dessus et pas donner un blanc-seing à Martinez ou aux autres dirigeants syndicaux. Donc ça, c'est la première chose qu'on veut dire. Donc la première chose, c'est ça. On a notre mot à dire sur la politique des directions syndicales. C'est nous qui luttons, qui prenons des risques, qui allons perdre de l'argent, etc. et qui allons bloquer nos boîtes, etc. On a le droit d'exiger déjà un appel clair à la grève générale reconductible pour le retrait total de la réforme, déjà pour commencer. On a le droit de dire qu'on ne veut pas qu'on aille négocier à notre place, ni Martinez, qui se vante d'être allé 22 fois voir le gouvernement sur les retraites, il se vante de ça. Donc ni Martinez va négocier en fait à notre place, ni les directions intermédiaires de la CGT. Par exemple, la CGT cheminot, si au lieu d'aller négocier juste avant le combat en plus avec Djebari, elle disait non, on refuse de négocier. On ne va pas négocier nos questions propres de cheminots parce que justement on n'est pas corporatiste et on veut le retrait total de la réforme, on se bat tous ensemble. Si la CGT cheminot elle faisait ça, vous voyez que c'est un coup énorme qui est porté au discours du gouvernement. Le gouvernement il dit ouais c'est corporatiste la lutte, etc. C'est un coup énorme. Donc les cheminots et plus en général, on a le droit d'exiger ça des directions syndicales. C'est la moindre des choses et c'est la première chose que je voulais dire. Le premier rôle sur lequel on peut jouer. Le deuxième, c'est sur la question des revendications ou du programme. Anna, elle a un petit peu développé, mais nous, on doit se battre pour essayer que la mobilisation, elle adopte un programme d'action offensif qui ne se contente pas du retrait de la réforme, déjà qui exige le retrait total de la réforme, pour commencer, mais qui ne se contente pas de ça, parce que le système existant, il a été beaucoup attaqué par les contre-réformes, il est très inégalitaire, et entre hommes et femmes, entre générations, entre régimes, entre plein de choses, et si on veut, et d'ailleurs sur le truc des régimes, si on veut égaliser, on nivelle par le haut, l'argent il y en a, etc. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail du programme, en tout cas on doit se doter d'un programme d'action offensif la logique du programme d'action qu'on doit avoir, c'est d'essayer d'intégrer les revendications de différents secteurs. Anna disait, il y a différents secteurs qui commencent à relever la tête, et nous, on doit intégrer ces différentes revendications. On doit tourner la page du moment où les syndicats, ils défendaient que les secteurs qui les concernent, les secteurs les plus syndiqués, les secteurs des grosses entreprises, des donneurs d'ordre, pas des petites entreprises, pas des sous-traitants, et pas des femmes, pas des racisés, tout ça. On doit tourner cette page-là, on doit essayer de développer un programme d'action offensif. Elle a parlé du partage du temps de travail entre tous et toutes avec maintien de salaire, etc. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une réflexion que nous, on doit porter. C'est important de savoir pourquoi on se bat et un programme d'action qui vaille la peine de se battre pour chaque secteur et qui essaye d'unifier les différents secteurs entre eux, pardon. Et il n'y a pas de secteur entre eux. Donc voilà, un programme comme ça, et comme disaient les révolutionnaires dans les années 30, si le capitalisme n'est pas capable, et parce qu'il va sortir ça, ah oui mais vos revendications elles sont impossibles sous le capitalisme, etc., mais s'il n'est pas capable de résoudre les maux qu'il a lui-même engendrés, et comme ils disaient les révolutionnaires, qu'il périsse, on changera de système. Donc ça c'est la deuxième chose, le deuxième rôle que nous on doit jouer, pas qu'on veut vous convaincre de ça,
Et le dernier, et à mon avis, si vous devez retenir qu'un, c'est celui-là, c'est le plus important, c'est que tout ça, ce programme, etc., et pour que la mobilisation elle se dote de ce programme-là, du programme que nous on a envie de défendre, la question centrale, c'est une question de vie ou de mort, c'est la question de l'auto-organisation. Nous on veut vraiment insister sur ça, l'auto-organisation des luttes, que ça doit être une leçon des Gilets jaunes. Et maintenant, il y a un sentiment qui règne dans le pays, qui, grosso modo, c'est quoi? C'est de dire, plus personne ne va nous dire comment, où et quand on va lutter. Maintenant, c'est nous qui décidons. Bon, ce sentiment-là, nous, on veut lui donner vie, on veut lui donner corps. Comment on le fait? Et on pense qu'il faut développer les assemblées générales, les vraies assemblées générales, démocratiques, souveraines, qui décident de tout, qui réunissent syndiqués et non syndiqués, quand on parle des lieux de travail. Mais on veut ces assemblées générales-là, et y compris, ça ne suffit pas. L'auto-organisation d'un mouvement, c'est pas des assemblées générales dispersées les unes à côté des autres, mais c'est des assemblées générales qui se coordonnent entre elles le plus démocratiquement possible, qui s'organisent, qui se coordonnent. Le mouvement des Gilets jaunes, il a essayé et il essaye de s'organiser avec des assemblées, etc. Et c'est un mouvement non, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails sinon ça va faire trop long. J'ai envie de dire trop de choses. Mais oui, pour nous, l'auto-organisation, c'est vraiment une question vitale. Et pour gagner, parce qu'on se pose tous la question, voilà, comment on fait pour gagner, pour que le mouvement y tienne, pour qu'on ne négocie pas à notre place, pour qu'on ne nous siffle pas la fin du match. Le seul moyen, c'est ça. C'est si on a la lutte dans nos propres mains. Et donc, par exemple, à Paris, et Clément, il pourra raconter, y compris il y était, mais à Paris, il y a eu par exemple des rencontres entre différents secteurs, avant même le début de la grève, entre cheminots, travailleurs de la RATP, profs, étudiants, etc., qui étaient plus d'une centaine la dernière, il me semble, d'une réunion pour préparer la bataille, etc. Et ça, c'est bien, parce que ça commence à ce que différents secteurs ils se coordonnent entre eux et ils prennent la bataille dans leurs propres mains. Ils ne donnent pas en fait un chèque en blanc aux directions syndicales. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et pour conclure, et après on va ouvrir le débat, bon, on voit, si vous suivez un peu la situation internationale, vous voyez que c'est énorme, qu'il y a beaucoup de soulèvements radicaux, et y compris qui démarrent d'une question ponctuelle, totalement ponctuelle, la hausse des tickets de métro, hausse du prix de l'essence, une taxe sur WhatsApp, ça démarre comme ça, et très vite ça s'étend à un soulèvement plus général qui questionne le régime, qui questionne le système, etc. Et c'est à ce type de lutte de classe qu'on doit se préparer, qu'on veut se préparer. Nous, on veut développer au maximum les tendances les plus révolutionnaires de la situation, les tendances à l'auto-organisation, les tendances à étendre nos revendications. Bon, et qu'est-ce qu'il manque dans la situation pour développer ces tendances plus révolutionnaires, les tendances à l'auto-organisation et tout ça? Qu'est-ce qui manque? C'est une idée qu'on veut mettre au débat là, pour conclure. Comment on a écrit, si vous suivez un peu Révolution Permanente, nos articles et tout ça, dans un article récent, et on écrivait que toute cette radicalité, elle ne doit pas rester dispersée, on ne doit pas se contenter qu'il y ait un certain nombre de militants et plus radicaux, et voire qui sont et même qui se sentent plus anticapitalistes, qui parlent de révolution, comme elle disait Anna et tout à l'heure, mais qui restent dispersés dans différents secteurs, dans leur lutte, etc. Nous, on pense qu'il faut au maximum les regrouper, on cherche à regrouper les militants les plus combatifs, les plus déterminés à lutter contre ce système. Et le titre d'un des articles récents dans lequel on discutait cette question-là, et le titre c'était « La radicalité que l'on voit depuis les Gilets jaunes, il doit s'incarner dans un grand parti révolutionnaire ». Le grand parti révolutionnaire dont on parle, c'est un outil pour se battre pour tout ce que je disais avant. C'est un parti pas comme les autres, et qui tire les leçons de la lutte de classe, qui met au centre de sa stratégie cette lutte de classe, qui se bat dur comme fer pour l'auto-organisation, pour le programme d'action dont je parlais. Et pour l'expliquer plus simplement et pour finir, je vais faire une citation, j'en aurais fait qu'une, de cet article-là sur cette question, où on dit « Depuis Révolution Permanente, qui n'est pas seulement un journal, mais une tendance du NPA et un collectif militant engagé, nous souhaitons ouvrir le débat sur la nécessité et les contours de ce parti révolutionnaire dans la situation actuelle, non seulement avec le reste de l'extrême gauche, mais aussi avec tous ceux qui, dans les différents mouvements, Gilets jaunes, grève ouvrière, collectifs antiracistes ou contre les violences policières, mobilisation pour le climat, etc., dans tous ces mouvements, tous ceux qui partagent l'objectif de renverser ce système pour le remplacer par un autre, débarrasser de toute forme d'exploitation et d'oppression. Donc un outil, non plus seulement pour leur faire peur, non plus seulement pour résister, mais un outil pour gagner. Voilà, merci.